Docteur Meir Masri, bonjour, Boker Tov. Bonjour Bokato. Je rappelle que vous êtes orientaliste et avec vous, nous voudrions parler ce matin de cette tension qui ne cesse d'augmenter ces derniers jours entre les États-Unis et l'Iran, en particulier dans le Golfe Persique, avec des menaces qui viennent des États-Unis et des menaces également de la part des Iraniens. Les Iraniens menacent d'enrichir leur uranium, et de l'autre côté, les Américains déplacent un porte-avions, des bombardiers, des missiles patriotes. Est-ce que vous avez le sentiment que l'on va vers une confrontation militaire directe entre les deux pays ? En confrontation militaire, je n'irai pas jusque-là. Il ne faut pas oublier que ces sanctions déjà existaient dans le passé, puisque ces sanctions existent depuis 1995. Elles sont restées en vigueur jusqu'en 2015, donc pendant 20 ans, vous vous rendez compte. Et ce n'est qu'avec la signature de l'accord sur le nucléaire iranien en 2015 que ces accords avaient été suspendus graduellement. Donc là, c'est un retour au régime des sanctions qui existait auparavant et qui n'a pas pour autant déclenché une confrontation militaire ouverte entre Américains et Iraniens. Même si les sanctions semblent être de plus en plus dures, c'est-à-dire lorsqu'ils parlent les Américains veulent geler le commerce du métal pour les Iraniens, c'est un coup très dur pour leur économie. Ouais, c'est un coup très dur, mais là aussi, à un certain moment, dans le passé, des sanctions similaires ont été décrétées contre l'Iran, sans que cela ne provoque une quelconque confrontation. Deuxièmement, l'Iran n'a pas les moyens de faire face à la puissance américaine. Tout d'abord, n'a pas les moyens militaires. L'Iran n'a pas objectivement la capacité de faire usage de la coercition contre les Américains, que ce soit sur leur territoire ou dans les pays alliés dans le Moyen-Orient. Et prenons aussi en compte un élément majeur que l'ensemble des pays limitrophes de l'Iran sont des pays où ont lieu des bases militaires américaines. Je pense aux pays du Golfe, à l'Irak, à la Turquie, où il y a une base américaine et aussi une présence des forces de l'OTAN, le Turkménistan, l'Azerbaïdjan, l'Afghanistan, le Pakistan, tous les pays, l'Iran est encerclé par les Américains. Tous les pays qui ont des frontières avec l'Iran, que ce soit des frontières terrestres ou des frontières maritimes, sont des pays alliés aux Américains, des pays où il y a des bases militaires américaines. Donc je ne vois pas comment l'Iran pourrait, ne serait-ce que traverser l'espace aérien de ces pays voisins pour porter atteinte aux intérêts américains dans la région. Et puis enfin, l'Iran peut plier. L'Iran peut plier grâce au régime des sanctions, parce que ça s'est déjà produit dans l'histoire, parce que la Libye de Kadhafi a plié après une série de sanctions extraordinaires, et on se souvient à l'époque comment les Européens avertissaient les Américains en leur disant que oui, mais Kadhafi va être hors contrôle, il y a un risque de confrontation, il ne contrôlera plus l'immigration clandestine vers le sud de l'Europe. Et puis on a vu tout le contraire. Le régime de Kadhafi a cédé et a renoncé à son projet nucléaire. Parce que ce type de dictature, en réalité, ce qui les inquiète le plus, leur ligne rouge, c'est l'avenir de leur régime. Et là, il n'est pas du tout question de vouloir renverser le régime iranien, même si Pompeo a fait allusion à la nature autoritaire du régime. Mais le président Trump, tous les dispositifs qui ont été pris contre l'Iran ne parlent pas du tout du régime iranien, ne parlent pas de démocratie, parle aussi de l'attitude iranienne belliqueuse envers les pays de la région, mais surtout de la question nucléaire. Trump a dit clairement, notre objectif, c'est de mettre un terme aux ambitions nucléaires de l'Iran. Alors, et ça, ce n'est pas une ligne rouge. La ligne rouge, c'est la survie du régime. Alors, on a vu la méthode Trump qui est un peu particulière. On l'a vu à l'application avec la Corée du Nord, c'est-à-dire exercer des pressions sur les dictateurs. C'était le cas avec Kim à l'époque. Et puis, tout d'un coup, brusquement, presque venir tendre la main et puis participer à des sommets, comme on l'a vu avec le despote nord-coréen. Est-ce que vous pensez que les Iraniens peuvent réagir de la même manière avec Trump? Hier, on a appris que les Américains avaient donné le téléphone direct de Donald Trump aux Suisses pour le transmettre aux Iraniens. Est-ce que vous avez l'impression que c'est possible que Rouhani puisse lever le téléphone et dire à Donald Trump venez, discutons? Ah oui, je pense, parce que tout d'abord, je pense que l'Iran n'aura pas le choix. Et puis, au vu des sanctions. Et puis, deuxièmement, parce que c'est un régime quand même qui a prouvé au fil des décennies qu'il était pragmatique, comme tous les régimes politiques dans le monde.
aussi idéologique soit-il, la dimension islamique révolutionnaire peut escaler, mais le régime se comporte en régime politique. On l'a vu dans le passé, on a vu comment ce régime iranien a été capable de s'allier avec l'Arménie chrétienne contre l'Azerbaïdjan chiite. L'Azerbaïdjan est le deuxième pays chiite dans le monde après l'Iran, pour justement des intérêts et parce qu'il y a un litige territorial opposant la République islamique d'Iran à l'Azerbaïdjan. On a vu comment l'Iran a été capable de soutenir des organisations sunnites. Pourquoi aller loin? Le Hamas est une organisation sunnite radicale, affiliée aux frères musulmans. Pour eux, les chiites ne sont même pas des musulmans. Ils insultent à longueur de journée les imams chiites et dans leurs médias et dans toute leur littérature. Et les personnages les plus saints de l'histoire iranienne, et pourtant l'Iran les soutient tout simplement parce que l'Iran a intérêt à les soutenir pour provoquer Israël et pour montrer que c'est une puissance musulmane qui va au-delà des clivages sunnites. Donc je pense aussi que par rapport au conflit qui oppose l'Iran aux États-Unis, les Iraniens vont faire preuve de pragmatisme. Je ne pense pas que ce régime des sanctions conduise les Américains et Iraniens à une confrontation directe. Alors, vous parliez d'Israël. La question que l'on peut se poser, et peut-être, je suppose qu'au sein de la défense nationale et en Israël, on se la pose, est-ce que finalement, cette tension entre l'Iran et les États-Unis ne risque pas de rebondir sur l'État d'Israël, de se répercuter sur l'État d'Israël, et que finalement, ce sont les Israéliens qui fassent les frais d'une telle situation avec... peut-être le durcissement, un nouveau round dans le sud avec le djihad islamique, qui on l'a vu est très actif dans le sud, et de l'autre côté dans le nord aussi avec une mise en action du Hezbollah. Oui, alors, mais est-ce que l'Iran a attendu qu'il y ait des tensions avec les Américains pour ouvrir une confrontation avec Israël? Non, mais par exemple, les Iraniens peuvent donner l'ordre au Hezbollah de tirer des missiles en direction du territoire israélien, ce qui n'a pas été fait, il faut bien l'avouer, pour justement détourner l'attention des Américains de ce qui se passe dans le Golfe, quoi. Oui, mais est-ce que les Iraniens ont la capacité de faire cela? Est-ce qu'ils peuvent supporter une riposte israélienne? C'est ça aussi la question. Le Hezbollah est aujourd'hui beaucoup plus important pour l'Iran, compte tenu du rôle qu'il joue dans le conflit syrien, et je ne pense pas que les Iraniens vont vouloir le sacrifier aujourd'hui, parce qu'une riposte israélienne à l'heure actuelle aurait des répercussions imminentes sur le cours des événements en Syrie. Je ne pense pas que les Iraniens aient les moyens et aient intérêt à ce qu'il y ait un véritable conflit avec Israël aujourd'hui. Je pense qu'Israël doit maintenir sa politique, qui a un triple objectif extrêmement clair, qui consiste d'une part à faire face à l'Iran sur les arènes internationales, et là, c'est l'occasion de rappeler quand même qu'Israël a joué un rôle majeur dans l'annulation, le retrait américain du traité sur le nucléaire iranien. Netanyahou avait été extrêmement actif dans ce sens-là à l'époque même où Obama était au pouvoir. Deuxièmement, endiguer toute poussée iranienne dans les pays voisins. Et ça, Israël est capable de le faire. Et le fait en permanence en essayant d'endiguer toute présence militaire iranienne dans les pays voisins, en l'occurrence en Syrie notamment, avec le concours de la Russie, qui au départ n'était pas partante et qui, au fil des années, a commencé à céder. Et c'est aussi grâce à l'activisme du gouvernement Netanyahou. Et puis enfin, combattre les organisations terroristes soutenues par l'Iran, à savoir le Hezbollah, le Hamas et autres groupes qui sont des groupes terroristes qui sont aujourd'hui sur la liste des organisations terroristes, non seulement des principales puissances mondiales, mais aussi de pays du Moyen-Orient, comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte. Et je pense que ce triple objectif doit être maintenu. Et c'est là, en réalité, une véritable dissuasion contre toute attaque iranienne. Alors, il y a encore, on va dire, un angle que l'on n'a pas évoqué dans cette tension, c'est la position des Européens. Est-ce que vous pensez que les Européens peuvent pousser les Iraniens à se calmer ou à éviter de reprendre, par exemple, l'enrichissement de leur uranium? Ou alors, vous pensez que les Européens risquent d'être l'élément, on va dire, perturbateur, c'est-à-dire d'une certaine manière qui fera tout pour maintenir l'accord de Vienne et contre les États-Unis et se positionner d'une certaine manière, de manière plus nette contre la position américaine actuelle?
Les Européens, alors tout d'abord les Européens sont extrêmement divisés parce qu'il y a des pays en Europe qui soutiennent la politique américaine, des pays membres de l'Union européenne. Je pense à la Roumanie, je pense à la Bulgarie, je pense à des pays d'Europe orientale qui sont beaucoup plus proches de Washington que de Bruxelles. Donc on ne parle pas de l'Union européenne ou de l'Europe, mais on parle de quelques capitales européennes. On parle de Paris et de Berlin notamment. Bon, maintenant, Paris et Berlin, est-ce que ces pays européens ont la volonté, ont les moyens de défier les Américains? Est-ce qu'ils sont capables d'être à juste distance, à distance équivalente entre Washington et Moscou? Il est clair que ces pays sont dans le camp occidental, conduit par les Américains. Donc tôt ou tard, ces pays finiront par rejoindre le camp américain. Alors, ils sont un petit peu embêtés parce que la forme compte beaucoup pour eux. Il y a un accord qui a été signé en 2015. Ils considèrent en réalité que le contentieux avec l'Iran porte exclusivement sur la question de l'ambition supposée du régime iranien de parvenir à un armement non conventionnel. Or, pour les Américains, pour Israël aussi, ce n'est pas le seul problème. Le problème est triple. Le problème consiste aussi au fait que l'Iran soutienne des organisations terroristes, que l'Iran a une politique belliqueuse envers des pays du Moyen-Orient et cherche à s'accaparer de nouveaux territoires et une influence grandissante dans plusieurs capitales arabes. Et cela est pris en compte et est lié aussi à l'ambition nucléaire iranienne. On ne peut pas dissocier la politique d'armement de l'Iran de sa politique étrangère belliqueuse. Ce sont quand même des questions qui sont liées. Lorsqu'un pays veut avoir de l'énergie nucléaire tout en étant pacifique, ce n'est pas comme si c'était un pays qui promet la destruction d'un pays voisin et qui cherche à obtenir la bombe atomique. Donc ce sont quand même des questions qui sont liées. Or, pour les Européens, ce n'est pas le cas. Les Européens sont concentrés uniquement sur la question du nucléaire et ils trouvent qu'il n'y a pas de raison suffisante pour croire que l'Iran n'aurait pas respecté le traité de 2015. Même si les Européens, à un certain moment, en tout cas au cours de l'année écoulée, donnaient l'impression, je parle même de Macron, qui disait qu'il fallait tout de même prendre soin de réviser l'accord et d'y inclure par exemple une clause concernant les missiles balistiques, parce qu'on a vu que ces missiles étaient beaucoup plus efficaces aujourd'hui. Il n'y a pas une sorte de volonté de réviser cet accord, quel qu'il soit, du point de vue européen? Mais bien sûr, c'est possible, mais ce sont les Iraniens qui ne veulent pas le réviser. Les Américains sont ouverts à ce que l'accord soit révisé. Il n'y a pas de problème. Si les Iraniens sont d'accord d'inclure une clause sur le fait que les Iraniens qu'ils vont arrêter de soutenir des organisations terroristes, qu'ils vont arrêter de vouloir implanter des missiles balistiques sur des sols étrangers, à savoir la Syrie. Ils ont voulu implanter des missiles balistiques à quelques kilomètres de la frontière israélienne et de la frontière saoudienne, ce qui, bien entendu, est inacceptable pour l'ensemble des pays du Moyen-Orient et pas seulement Israël. Donc, si les Iraniens sont d'accord pour réviser l'accord, il n'y a aucun problème, mais c'est le régime iranien lui-même qui refuse. Donc c'est bien de proposer, les Européens l'ont proposé, mais il faut bien qu'il y ait un répondant de l'autre côté, il faut bien que le partenaire iranien l'accepte. Donc pour résumer, docteur Mir Masri, pas de conflit à l'horizon, des pressions certaines de la part des États-Unis, mais pour vous, disons que ces pressions pourraient aboutir à une sorte de retour au calme, ou en tout cas de modification peut-être de la part des Iraniens de l'accord de Vienne tel qu'il est conçu aujourd'hui. J'en suis convaincu. C'est un grand dilemme. Est-ce que les sanctions sont efficaces ou pas? Ça vaut pour l'Iran, ça a valu pour la Libye, pour le régime de Saddam Hussein et pour d'autres régimes dans le monde. Moi, je pense que oui. L'histoire nous a montré que le régime des sanctions est efficace s'il est bien encadré et s'il a des objectifs extrêmement clairs. L'objectif, en l'occurrence, n'est pas la chute du régime iranien. L'objectif est d'empêcher l'Iran d'acquérir un armement nucléaire. Et jusqu'à présent, je ne pense pas qu'on ait des raisons de craindre que cela ne fonctionne pas ou qu'il y ait un risque de confrontation directe avec les Américains. Eh bien, merci beaucoup, docteur Mir Masri, de nous avoir éclairé en tout cas sur ce sujet extrêmement complexe de tension entre les États-Unis et l'Iran. Merci d'avoir été avec nous ce matin et Shavua Tov. Shavua Tov, avec plaisir.